Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue en ce lundi matin dans notre matinale d'info, celle de Public Sénat et de Sud Radio, avec la presse quotidienne régionale. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Louis Giscard d'Estaing. Bonjour, monsieur le maire de Chamalières, UDI, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes et vice-président de l'UDI. Merci d'être avec nous ce matin. Pour vous interroger, Véronique Jacquet de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour. Toute d'orange vêtue. Et Gilles Leclerc. Bonjour de Public Sénat. Bonjour Gilles. Louis Giscard d'Estaing, encore une semaine de blocage, une semaine en tout cas décisive et surtout agitée. Conditions de travail à la SNCF, à la RATP, les transports aériens vont s'y mettre jeudi. Vous dites au gouvernement, ça suffit, on arrête, on négocie. Je dis surtout à la CGT, il faut savoir ce que l'on souhaite pour l'économie française, pour les salariés. J'entends le discours de la CGT disant on cherche à améliorer les conditions des salariés en France. Non, en bloquant l'économie, ils vont améliorer la situation des salariés en dehors de France. Vous adressez à la CGT, pas au gouvernement? Oui, mais principalement à ceux qui bloquent. Après, le gouvernement, il a son rôle, évidemment, à jouer pour débloquer la situation. C'est le rôle de l'exécutif. Mais concernant les blocages, c'est à l'initiative de la CGT. Et je crois que les Français porteront un jugement très sévère sur cette période, à la fois parce qu'une centrale syndicale qui bloque l'économie, c'est en réalité une façon de contribuer à la hausse du chômage, et pas à la baisse. Vous diriez comme François Fillon que la CGT est dans une posture antidémocratique ? Enfin, je pense qu'elle prend en otage, pour des questions de surenchère à l'intérieur des organisations syndicales, elle prend en otage manifestement l'économie française, et avec un impact très préjudiciable en termes d'image. Il faut se rendre compte dans les autres pays d'Europe et du monde qui nous observent, l'idée que l'euro puisse s'organiser alors qu'il n'y aurait pas suffisamment d'essence dans les stations-service. Vous vous rendez compte que les images qui sont projetées dans les télévisions du monde entier, c'est ça. Alors comment sortons de ce bras de fer avec la CGT ? Alors on en sort d'abord en respectant un certain nombre de principes. Le principe, c'est qu'un syndicat n'est pas là pour bloquer l'économie d'un pays. D'autant plus que s'il le fait au nom d'entreprises dans lesquelles le problème n'est pas celui du chômage. Le problème de la SNCF, de la RATP, d'EDF, c'est pas celui-là. C'est des problèmes d'autre nature. Donc je crois qu'il faut respecter le fait que notre économie est dans une situation de crise, que nous avons un chômage qui est le taux de chômage le plus élevé de nos voisins européens, et que donc la CGT, elle doit tout faire, de mon point de vue, si elle est une organisation syndicale dédiée à la cause de l'économie et des salariés français, pour faire en sorte que le chômage... Donc vous le dites ce matin, Louis Giscard d'Estaing, que le gouvernement doit tenir. Parce que je remarque ce matin que vous êtes quand même plus sévère à l'égard d'un syndicat, en l'occurrence la CGT, que du Premier ministre, qui finalement, vous dites un peu ce matin, entre les lignes, qu'il fait le job, Manuel Valls. Alors, le rôle du gouvernement, c'est de créer les conditions aussi du dialogue social. Et je ne mésestime pas le rôle qui revient au gouvernement sur ce terrain-là, qui s'est mis dans une situation extrêmement compliquée, avec cette loi, d'abord la première mouture, que nous, par exemple à l'UDI, dans laquelle nous avions trouvé des éléments intéressants, et qui maintenant, dans la façon dont elle a évolué, fait que finalement personne n'est pour, ni du côté patronal, ni du côté syndical. Donc je crois que là il y a une nasse qui s'est refermée sur le gouvernement, qui s'est enferrée dans ce texte au bout de 4 années du mandat de François Hollande. Donc là il y a aussi une vraie réflexion sur la capacité politique de ce gouvernement et du président de la République de trouver une issue. Et quand le texte va revenir à l'Assemblée en seconde lecture, quelle sera la position finale de l'UDI et la vôtre? Oui, alors je crois que le texte final tel qu'il a été malheureusement détricoté au fur et à mesure de son évolution n'est pas un texte qui apporte aujourd'hui une vraie réponse. D'abord parce qu'on sait qu'il rentrerait en application que dans quelques mois, voire à l'issue de la période des élections de 2017. Et donc on a finalement eu tout faux, enfin ou le gouvernement a eu tout faux dans cette affaire, c'est-à-dire annoncer un texte qui lui présentait un certain nombre d'avancées intéressantes que l'UDI et d'autres députés des Républicains avaient dit pouvoir voter, et puis finalement, pour arriver à un texte qui lui met tout le monde à dos, et donc je crois qu'il y a, et l'utilisation du 49.3 étant la démonstration... Et vous êtes pour une autre motion de censure à l'Assemblée quand le texte va revenir? Écoutez, de l'opposition?
L'opposition, elle joue un rôle normal dans ce cadre-là. D'ailleurs, elle l'a démontré avec finalement une forme de modération et de responsabilité. Mais c'est le gouvernement lui-même qui s'est mis dans cette situation, avec les frondeurs et avec également l'éclatement d'Europe Écologie Les Verts. Alors comment sortir ? Est-ce qu'il y a une porte de sortie ? Est-ce que donner satisfaction aux syndicats dans plusieurs négociations parallèles sur les conditions du temps de travail, par exemple à la RATP, à Air France, à la SNCF, ça vous paraît une solution ? Est-ce qu'il faut lâcher quand même ? Parce que vous dites qu'il faut tenir, mais est-ce qu'il ne faut pas donner du grain à moudre à certains ? Alors, le grain à moudre, le fameux grain à moudre cher André Bergeron. André Bergeron, exactement, qui avait utilisé cette expression. Bon, il est toujours utile dans une négociation, mais c'est un leader de FO, il faut le rappeler à nos téléspectateurs, parce que ça date du temps de votre père. Oui, même avant, d'ailleurs. Donc, André Bergeron avait cette expression pour dire il faut qu'on mette du grain à moudre permettant aux organisations syndicales d'y trouver leur compte. Je pense que c'est probablement une façon de sortir pour tout le monde de cette situation, mais qui est vraiment extrêmement préjudiciable. Donc j'espère qu'elle sera Qui est le vrai responsable de la crise pour vous ? Est-ce que c'est François Hollande ? Est-ce que c'est Manuel Valls ? Ou la CGT, donc, comme vous avez dit au début. Manifestement, c'est un ensemble de facteurs au sein de la gauche qui est arrivé à une situation de totale cacophonie entre des organisations syndicales qui sont à la gauche du gouvernement. Je voudrais aussi souligner le rôle que joue Emmanuel Macron dans tout ça, puisqu'on ne peut pas être à la fois ministre de l'économie, chercher à lancer un nouveau mouvement et mettre un peu l'huile sur le feu dans une période où, effectivement, il faudrait, au contraire, apaiser les choses. Alors, Louis Giscard d'Estaing, justement, Emmanuel Macron dit s'inspirer de votre père. Est-ce qu'il lui a rendu visite d'abord ? On le dit, ça se dit, est-ce que vous nous le confirmez ? Non, je ne confirme pas. Bon. Et en 1974, votre père a fait une campagne présidentielle très courte. Est-ce que Macron doit s'inspirer de ce type de stratégie ? D'abord, il doit s'inspirer des bons principes. Je rappelle que mon père avait été ministre des Finances du général de Gaulle, puis de Georges Pompidou. Et donc, là, on est dans un cas différent. Emmanuel Macron est arrivé à la politique très récemment. Mais il est ministre de l'économie, quand même. Oui, il est ministre de l'économie, mais il y en a eu d'autres avant lui, et il y en aura d'autres après lui. Je veux dire, c'est pas le fait d'être ministre de l'économie qui crée en soi un parcours politique. Il aurait pu d'ailleurs être ministre du redressement productif, puisqu'on change les intitulés des ministères au gré des circonstances. Donc je crois que ce qui est important, c'est qu'il ait une cohérence. S'il a cette cohérence... Vous trouvez qu'il l'a ? Non, pas forcément. Je prendrai un cas. Nous vivons dans les collectivités locales une situation qui est extrêmement préjudiciable, qui a été la remise en cause par le gouvernement auquel appartient M. Macron, la remise en cause de ce qui était lié, si vous voulez, à la journée de carence, à l'institution d'une journée de carence pour les arrêts maladie de courte durée dans la fonction publique, en particulier dans la fonction publique locale, territoriale. Et ce gouvernement a remis en cause cette journée de carence. Donc nous avons vu repartir à la hausse les arrêts maladie de courte durée. Et M. Macron, par définition, est solidaire d'une mesure qui est complètement à l'encontre de ce qu'il fallait faire. Justement, il y a le congrès des maires, vous faisiez allusion, qui démarre donc demain. Oui. Vous êtes maire de Chamalières, on l'a rappelé. Vous attendez quoi de ce congrès ? Vous attendez un geste du gouvernement ? Vous avez du mal, vous, en tant que maire à Chamalières, j'ai envie de dire, la joindre un peu Je suis membre du comité directeur de l'AMF, et comme tous ceux qui ont la responsabilité aujourd'hui d'une collectivité locale, nous sommes confrontés à une situation qui est extrêmement difficile et rendue difficile par le gouvernement, avec la baisse des dotations d'État d'un côté et l'augmentation des charges de l'autre. Deux exemples. La réforme des rythmes scolaires que nous devons financer, qui nous a été imposée par les 3 ministres de l'Éducation nationale qui se sont succédés depuis 4 ans, et d'autre part par le fait qu'il y a l'augmentation du point d'indice de la fonction publique qui a été décidée par le gouvernement. Moi, je dis simplement, ce même gouvernement qui baisse les dotations et qui augmente le point d'indice, là, il aura une vraie responsabilité vis-à-vis des collectivités. Ça veut dire que vous augmentez les impôts ? Comment vous faites ? Non, il faut faire de la très bonne gestion, mais il y a un moment où c'est strictement impossible, parce que les impôts qui alimentent l'État, c'est les impôts qui sont prélevés sur les habitants de nos communes aussi. Qu'est-ce que vous demandez à François Hollande qui vient après-demain au Congrès des maires de France ? Moi, je lui demande qu'il ait un langage de vérité. On peut pas continuer, nous ne pouvons pas continuer à bâtir des budgets année après année depuis 3 ans, sans avoir une visibilité sur la participation de l'État au budget de chacune des communes de France. Donc il y a un moment où nous ne pouvons plus accepter d'être dans une situation où quand on vote le budget des communes, on ne sait pas ce que l'État va nous donner.
Louis Giscard d'Estaing, une question sur les primaires de la droite. La campagne a déjà démarré. Je rappelle que vous étiez UMP, puis maintenant vous êtes UDI. La place finalement des centristes dans cette primaire, est-ce qu'il y aura un candidat? Comment vous voyez les choses? Alors, il y a aujourd'hui un problème de sémantique. C'est la primaire de la droite et du centre. C'est le nom qui a été Chantal Joanneau, qui était sur notre plateau vendredi, a exclu qu'on l'appelle maintenant de la droite et du centre, parce qu'elle nous a dit les centristes sont plus dedans. Alors, c'est effectivement la difficulté. C'est-à-dire que, d'une part, elle est organisée. Il y a 3 conditions à réunir, selon nous, pour qu'elle puisse s'intituler réellement primaire de la droite et du centre. Il faudrait que la formation politique qu'est l'UDI participe à l'organisation de cette primaire, que nous puissions être partie prenante dans le comité d'organisation, aux côtés de Thierry Solaire et de ceux qui en ont la responsabilité. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Que deuxièmement, il y ait un accord programmatique général, même s'il est relativement global et ne rentrant pas dans le détail. Et puis troisièmement, il faudrait se préparer à un accord électoral en vue des législatives de 2017. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas également aujourd'hui. Mais c'est pas parti pour. Véronique Jacquet. Louis Giscard d'Estaing, vous venez de l'UMP, vous êtes maintenant à l'UDI. Est-ce que ça vous pose pas de problème, justement, qu'il n'y ait pas de candidat pour cette primaire UDI? Alors d'abord, pourquoi est-ce que j'ai participé à la fondation de l'UDI avec Jean-Louis Borloo en 2012? C'est parce que je considérais qu'il était absolument nécessaire que nous soyons cohérents. L'UMP a été fondée en associant le RPR, Démocratie libérale et l'UDF. Et finalement, au bout de 10 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait une condition qui n'était plus réunie, qui était la représentation de toutes les sensibilités à des fonctions majeures au sein de l'UMP. C'est la raison pour laquelle j'ai participé avec Jean-Louis Borloo et avec d'autres à la fondation de l'UDI. Mais tel que se présentent les primaires aujourd'hui, on connaît les candidats. Vous avez un préféré, vous avez un champion, vous allez voter? Il faut accepter l'idée que les primaires, ce ne sont pas les partis politiques qui décideront, c'est les électeurs. Ce sont nos électeurs. Vous allez voter? Bien entendu. Et vous avez fait votre choix déjà? En aucun cas, puisque je ne peux pas faire un choix à partir du moment où, d'une part, les candidats ne sont pas officiellement déclarés. Je rappelle que ça sera au mois de septembre que nous connaîtrons définitivement les candidats. Et d'autre part, il faut qu'il y ait eu des discussions. Ces discussions n'ont pas encore été organisées de façon parfaitement structurée. Véronique Jacquet. À l'UDU, on ne vous entend pas beaucoup parler d'Europe. Étape cruciale pourtant de l'histoire européenne, c'est le Brexit dans moins d'un mois. Alors comment vous voyez les choses? Est-ce qu'une sortie du Royaume-Uni fragiliserait l'Europe? Ou est-ce qu'elle la recentrerait sur ses fondamentaux? D'abord, elle met en évidence la grande difficulté aujourd'hui de fonctionnement de l'Europe, des institutions européennes. On le savait de longue date. L'UDF et l'UDI aujourd'hui sont là pour rappeler que nous sommes pour une Europe plus fédéraliste, c'est-à-dire dans laquelle les décisions soient réellement prises au niveau européen et non pas par un transfert de souveraineté ou de souveraineté partagée qui ne fonctionne plus. Mais ça ne vous choque pas qu'il n'y ait pas de débat quand même en France sur la sortie du Royaume-Uni ou non de l'Europe? Est-ce que l'UDI ne devrait pas s'emparer de ce sujet? Mais l'UDI le fait au même titre que ceux qui, dans les différents partis politiques, sont concernés par la question européenne. Mais tout ça est tellement masqué par les difficultés qu'a notre propre pays, qui n'ont rien à voir avec l'Europe malheureusement, mais qui sont des problèmes de blocage que vous avez évoqués tout à l'heure. Alors quand on parle d'un langage de vérité, si j'ose dire, je voudrais qu'on revienne 2 petites minutes sur le style Macron, parce que Emmanuel Macron a dit hier à un opposant à la loi travail, la meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Est-ce que ce style transgressif, on a vu que vous étiez dubitatif sur Emmanuel Macron, mais son style transgressif, est-ce que ça vous plaît? Est-ce qu'il pourrait être de droite? Enfin, en tout cas, ce qu'il exprime, Est-ce qu'il pourrait être giscardien, elle voulait vous dire? Écoutez, j'espère qu'il le revendiquerait. Si c'était sa posture, ça serait un signe. Et ça serait un signe aussi que l'UDI peut être pour lui un lieu où il pourrait exprimer pleinement ses opinions. En tout cas, il y a des choses intéressantes dans ce qu'il dit. Je les partage pour l'essentiel. Vous avez vu cette image d'Angela Merkel et de François Hollande hier à l'occasion du 100e anniversaire de la bataille de Verdun. On se souvient des relations qu'avait votre père avec Helmut Schmidt avant la fameuse poignée de main à Mitterrand-Kohl, qui a été le septennat suivant. Ils étaient vraiment amis, Helmut Schmidt et Valéry Giscard d'Estaing. Vous avez le souvenir de cette époque et de leurs relations, vous-même? Ah oui, des souvenirs très précis, familiaux. Des souvenirs familiaux où Helmut Schmidt, notamment avant 1974, quand il était donc ministre de l'économie allemand,
Hollande venait à Paris rencontrer son homologue français et que nous dînions en famille avec Helmut Schmidt avant des rencontres officielles. Et donc cette amitié a servi l'Europe. Vous pensez qu'à l'époque, elle a énormément servi l'Europe parce qu'elle a permis de bâtir un projet européen partagé par la France et l'Allemagne, qui ont été effectivement les deux fondateurs du système monétaire européen, puis bâtisseurs de l'euro. Donc oui, il y avait une vraie stratégie européenne et en même temps des réflexions sur les institutions. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas aujourd'hui parce que les institutions ont été malheureusement, comme vous le savez, mal préparées à l'élargissement européen. Louis Giscard d'Estaing, vous êtes conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors c'est le nom définitif. C'est le nom qui va nous être proposé lors de la session. Un scoop de la montagne, c'est ça, du quotidien régional de votre qui a territoire. été annoncé samedi. Et en tout cas, il y a une vraie cohérence Auvergne-Rhône-Alpes sur le plan géographique. Pourquoi cohérence ? Parce que si vous prenez Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez le Rhône au centre, l'Auvergne d'un côté, les Alpes de l'autre, et le Rhône étant un axe structurant au milieu de cette nouvelle grande région. Dernière petite question personnelle, comment va votre père ? Écoutez, il va bien et il regarde avec beaucoup d'attention ce qui se passe dans le pays. Il regarde Public Sénat déjà, il vous regarde ce matin ? Probablement. Merci Louis Giscard d'Estaing d'avoir été notre invité pour cette matinale d'infos. On passe à l'analyse de l'actualité avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Merci à vous, bonne journée. Voilà, bonjour Zoé Cadio de l'Indépendant et du Midi Libre. Et merci d'être avec nous sur ce plateau ce matin. Et bonjour Jean-Louis Picot du Parisien Écho. On revient sur cette semaine qui arrive. Semaine de blocage, semaine décisive pour Louis Giscard d'Estaing qui était notre invité ce matin dans cette matinale d'infos. La cible, c'était la CGT. Il était plus sévère avec elle qu'avec le gouvernement. Vous expliquez ça comment, Jean-Louis Picot ? C'est pas une grande surprise qu'il soit sévère avec la CGT, mais c'est vrai que les dernières heures ont placé la CGT dans une position difficile. Parce qu'on les accuse de tout bloquer. Comme il l'a rappelé, c'est pas un syndicat de bloquer le pays. Maintenant, les dernières heures ont prouvé que par rapport à la position de la CGT, il y avait sans doute une évolution qui était en marche. On va voir ça dans les prochaines heures et les prochains jours. Cette semaine va être décisive en tout cas. Toute cette semaine de blocage. Cyril, mais il y a aussi, par rapport à M. Martinez, il faut aussi rappeler qu'il n'est pas vraiment aimé par l'opinion publique. Il y a un sondage qui a révélé en fin de semaine dernière qu'il n'y avait qu'à peu près 30% des gens qui appréciaient la CGT et M. Martinez. Pourquoi, c'est le style Martinez, c'est le style Martinez, je pense, qui heurte un peu les gens. Et puis aussi, je pense que c'est peut-être aussi qui explique aussi un peu sa façon aussi de... On a vu qu'il a, comme a expliqué Jean-Louis, qu'il avait un peu changé et qu'il semblait, il y avait un peu une ouverture vis-à-vis de ça. Vous avez noté qu'il avait ciblé la CGT plus que le gouvernement, Louis Giscard d'Estaing, ce matin. Oui, mais je pense que c'est aussi la CGT qui est montée aussi en première ligne sur ce dossier-là, sur les grèves. Alors, on ne comprend pas très bien. La grève, elle va porter là sur les conditions de travail à la SNCF, à la RATP. Il y a les transports aériens qui s'y mettent jeudi. Alors, c'est la loi El Khomri, mais c'est pas non plus que la loi El Khomri. Non, parce qu'il faut dire qu'en ce moment aussi, il y a des négociations qui ont lieu sur les entreprises en elles-mêmes. Donc, ils essayent un petit peu de faire pression, justement, pour faire avancer notamment la SNCF, où il y a justement des pourparlers en ce moment sur les conditions de travail et aussi sur les salaires. Donc, ils essayent un petit peu, en fin de compte, de mélanger un peu tout. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, plus personne va savoir de quoi on parle exactement. Est-ce que c'est la loi travail ? Est-ce que chacun défend son précaré ? Ça devient un petit peu, je dirais, excusez-moi le mot, mais un gros bordel, quoi. Et puis personne ne comprend où on va. Et ce, à quelques semaines d'un événement qui fait plaisir aux Français, qui est l'Euro, Jean-Louis Picot. Comme par hasard, c'est-à-dire qu'il y a cet événement qui arrive, on sait qu'en cas de blocage, ça va être une catastrophe pour l'organisation de l'euro, pour l'image de la France en Europe et dans le monde entier. Donc, effectivement, on sent qu'il y a une pression qui monte. On rajoute des choses. Déjà, la loi travail, c'était pas évident d'avoir une vue globale de ce qu'il y avait à l'intérieur. Et là, les gens étaient déjà perdus, effectivement. Là, on est en train de rajouter d'autres revendications. Mais c'est de bonne guerre. Il y a une échéance, il y a des risques de blocage. Donc, on charge la mule le plus possible. Il charge la mule, mais il faut faire attention. Il y a des, comme tu disais, des réclamations et des exigences. Mais je pense aussi que le mouvement risque d'être assez populaire parce qu'on parle beaucoup de l'euro, mais
aussi on rentre dans des périodes d'examen, et il y a le baccalauréat, il y a les examens, les gens ne pourront pas circuler, ne pourront pas prendre le train, et je pense que ça risque aussi de nourrir un peu ce mécontentement. Et les vacances d'été derrière, avec la loi qui travaille, qui va revenir à l'Assemblée juste début à ce moment-là, début juillet. Alors, est-ce qu'il faut revoir la façon de faire du syndicalisme, comme François Fillon l'a dit hier soir, du coup ? Ce qu'il a dit, c'est pas inintéressant. Il a dit aussi que les syndicats étaient un peu coupés, ils étaient un peu hors sol. Donc sa proposition de dire que peut-être que les syndicats devraient peut-être reprendre un pied les pieds d'entreprise, et puis comme c'est aujourd'hui dans les délégations, on le voit aujourd'hui, les représentants syndicaux, certains ont du temps dégagé pour leur action syndicale, et ils ont aussi une réalité du travail aujourd'hui. C'est peut-être ce qui manque aussi un peu à M. Martinez. Et Jean-Louis Picot, ça se passe aussi comme ça dans toute l'Europe. Bien sûr, mais je pense que les gens aujourd'hui se sentent pas forcément très représentés. On parle de la CGT, mais plus globalement, on le voit, on le dit, que les syndicats sont beaucoup moins suivis par les gens dans le monde du travail. Donc il y a des questions à se poser. Je pense que Fillon est en train de surfer un peu sur cette tendance. Il a vu effectivement le Parisien dimanche avec, concernant la CGT et M. Martinez, comme ça a été rappelé, une image qui n'est pas très bonne, et une représentation dans laquelle les gens ne se reconnaissent pas. Donc il y a certainement des questions à se poser de manière le plus sereinement possible. Bien sûr, il faut des syndicats et il faut qu'ils soient forts, mais en termes d'organisation, il y a sans doute des choses sur lesquelles il faut réfléchir. En même temps, il n'y a pas de front syndical uni. Non, et c'est justement peut-être là où le gouvernement va pouvoir un petit peu tirer son épingle du jeu. D'ailleurs, on le voit déjà, il commence un petit peu à jouer la division. On a remarqué que la CFDT était montée au créneau ce week-end en réaffirmant que cette loi était bonne. Ça peut être surprenant quand on entend Martinez ou Mailly qui continuent à dire que l'article 2 est inadmissible, alors qu'on a entendu Berger dire le contraire, en disant que c'était une bonne loi, reprenant même un petit peu les mêmes mots que le gouvernement et l'exécutif, ce qui peut paraître incroyable. Ce qui pose aussi le problème aussi des syndicats aujourd'hui, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Jean-Louis, c'est qu'aujourd'hui les syndicats, c'est à peine 8% des salariés français. C'est qu'en France, le mouvement syndical s'est complètement essoufflé et ne correspond plus peut-être à ce que veulent les salariés. Il y a eu ce coup de fil de Manuel Valls à Philippe Martinez. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça, Jean-Louis Picot ? Il a été très médiatisé, on en a beaucoup parlé. Il a été médiatisé par rapport au geste d'appeler Martinez, effectivement. Qui n'a pas voulu dire grand-chose. Sur le contenu, sur le on ne fond. sait rien. Ouais. On ne sait pas ce qu'ils sont dit. Est-ce que c'est ça, faire de la politique autrement, au fond ? Il y a un coup de fil, on le médiatise, on ne dit pas ce qui s'est dit. Oui, je crois qu'actuellement, il y a des choses très importantes qui sont en train de se décider et que la plus grande prudence est recommandée. Et il ne faut pas faire de... Les Français attendent des choses, que ça bouge. Mais là, comme ils ne sont pas encore d'accord, je crois qu'ils préservent les négociations encore. Et puis vivons heureux, vivons cachés, quoi. Pour pouvoir un petit peu négocier, il ne faut pas faire ça devant tout le monde. Et il y a des choses qui se passent et que quelquefois, garder le silence et travailler dans le silence, ça peut être bon. Alors dans l'actualité ce matin, il y a aussi les législatives partielles, à la fois dans les Alpes-Maritimes et à Strasbourg. Dans les Alpes-Maritimes, c'est Marine Brognier, les Républicains qui succèdent à Christian Estrosi. C'était soutenu par lui. Et à Strasbourg, c'est le candidat socialiste Éric Elkoubi qui a été député élu de la circonscription du Bas-Rhin. C'était le suppléant du député démissionnaire. Qu'est-ce que ça dit, ça, au fond un partout, José Go, c'est aussi peut-être un signe aussi pour le gouvernement qui se dit que malgré tout ce qu'ils traversent en ce moment, ils arrivent quand même à faire réélire un député, même si c'est le supplément qui a été réélu, ça n'a pas toujours été le cas. Donc finalement, ça ne fait que respecter un petit peu la hiérarchie des normes, si vous me permettez ce jeu de mots en ce moment. Hiérarchie des normes. Oui, si on doit un petit peu essayer de faire des prévisions par rapport à ce genre de résultats, c'est difficile, ce sont des élections locales. Effectivement, c'est match nul. Ça confirme que tout ça va être très très serré si on se projette sur les échéances de l'an prochain. On sait déjà, mais un sacré match. Tout ça le confirme. Un sacré match en perspective. On regarde la une de l'Indépendance, Zoé Cadio, votre journal. Oui, tout à fait. Donc on revient... Alors c'est quoi l'affaire Bouille ? Alors l'affaire Bouille, c'est le maire Jacques Bouille qui s'est suicidé quand il était en prison incarcéré. C'est une affaire qui remonte à 2009 où c'était assez médiatisé parce qu'il y avait un trafic d'œuvres d'art. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et il y avait des détournements de fonds pour pouvoir financer ou en vendre des œuvres d'art. Donc avait accusé le maire. Et dont sa femme aussi. Et donc là, ils reviennent dans le prétoire. Merci Jean-Louis Picot, le Parisien économiste, et les entreprises face aux défis climatiques. Et oui, 6 mois. Pour nos amis de la radio, elle est marrante la photo. Vous avez mis une barbe verte. Oui, oui, c'est une nouvelle tendance dans les entreprises, les barbes vertes.
parce que là aussi, il y a un sacré match. 6 mois après la COP21, moins 2 degrés, c'est l'objectif qui a été fixé. Et quelqu'un des ONG nous dit dans notre dossier que si on reste en l'état, ça ne sera pas 2 degrés, ça sera 4, voire 5, voire 6. Donc il y a une prise de conscience des entreprises. Alors il y a 6 mois, on était vraiment dans le temps de la communication. Là, on a cherché à savoir concrètement qu'est-ce qui était fait. Il y a quand même des choses qui sont... Rapidement, il vous reste 30 secondes. Qu'est-ce qui est fait concrètement? Qu'est-ce qui sort le plus? Dans la production des entreprises, il y a une réelle prise de conscience en modifiant toute la matière avec laquelle on travaille. Simplement, c'est une réflexion qui est engagée, qui va prendre énormément de temps, parce que les marchés sont ce qu'ils sont, la production, elle existe telle qu'elle est. Le temps de passer à des choses qui vont respecter davantage l'environnement, ça prendra pas mal d'années, je pense. Merci Jean-Louis Picot, merci Zoé Cadio. On se retrouve demain à 7h30 exceptionnellement pour une matinale spéciale avec l'Écho républicain et la Gazette des communes autour du président du Sénat, Gérard Larcher, à l'occasion de l'ouverture du Congrès des maires de France. Donc à demain matin, 7h30 sur Public Sénat et Sud Radio. Et bonne journée à tous.